commence par les prévisions avec donc la situation de 2019, on vient d'en parler, en Espagne. Donc une production qui était moyenne dans pas mal de régions, notamment Castilla-La Manche où elle était déficitaire. Et puis vous avez après la répartition, la région de Murcia qui est la principale zone de production. Et ensuite les différentes régions du nord, Aragon et Catalogne, qui ont connu un développement de l'abricot ces dernières années, compte tenu de la crise notamment que rencontre le secteur de la pêche nectarine. On va repasser la parole à Santiago Vasquez pour parler maintenant de la campagne 2020. Donc, Santiago, comment se présente cette campagne dans la région de Murcia, puisque vous avez déjà, vous, commencé à récolter? ¿Cómo se presenta la temporada 2020? Porque además vosotros habéis empezado ya a recolectar algunos albaricoques. Bien, a día de hoy la campaña se presenta bastante mejor que la campaña del año 2019 porque, perdón, Aujourd'hui, la campagne se présente mieux que la campagne 2019. el principal motivo es que la temperatura en casi todos los países de la Unión Europea es bastante más alta que el año pasado en las mismas fechas. À la même date, la température dans le nord de l'Europe est bien plus élevée. Eso está haciendo que en todos los productos y familias de la fruta de hueso, con matices, está habiendo una gran fluidez de venta hasta ahora. Ce qui fait que globalement, sur tous les produits, notamment fruits et noyaux, il y a une bonne fluidité du marché à ce jour. Esta semana es equivalente a esta semana 18 es equivalente a nivel de varietal a la semana 19 del año pasado porque vamos 10 días adelantados. Nous avons à peu près 10 jours d'avance et cette semaine 19 est équivalente à la semaine 18 l'inverse. La semaine 18 est équivalente à la semaine 19 de l'année dernière. Y todos los exportadores están trabajando con almacenes prácticamente al día, sin stocks, con un nivel de precio bastante decente. Y además de eso, bueno, a nivel particularmente albaricoque es posiblemente el producto que hoy está mejor posicionado. Actuellement, l'abricot, c'est sans doute le produit le mieux positionné et les exportateurs travaillent avec des frigos qui sont relativement propres, relativement vides. Como ejemplo, el año pasado en esta semana había stocks de albaricoque por todas partes y los precios de las promociones a nivel de supermercado ya bajaban de 2 euros a nivel de precio de venta, a nivel de precio de salida de almacén. L'année dernière, on était déjà à moins de 2 euros départ de magasin et il y avait des stocks un petit peu partout. À niveau des climats et la floración et el potencial de producción, ¿cómo se A nivel de maneja? potencial de producción estamos un 17% por debajo de la media. Tenemos también merma de producción, pero lo más importante, la merma no es ahora. Ahora no hay un gran volumen. La merma viene en todas las variedades que tenemos a partir del día 15 de mayo. Donc, il y a une baisse par rapport au potentiel de production d'environ 15%. Et notamment, à partir des variétés de la mi-mai, on aura pas mal de problèmes de déchets. Sobre todo por motivos de falta de cuaje y problemas de falta de frío durante la primavera temprana. On n'a pas vraiment de déchets, mais pardon, de déficit. Donc, surtout par rapport à un problème de manque de froid qu'on a eu notamment sur l'hiver et le printemps. Y bueno, en principio, a nivel de la calidad está siendo buena a nivel de color y demás, pero las temperaturas medias o bajas que estamos teniendo hacen que tengamos 1,5 grados de azúcar menos que el año pasado en las mismas semanas. Estamos aproximadamente unos 10 grados por debajo de las máximas que alcanzábamos el año pasado en el centro del día. Nous avons aujourd'hui des températures qui sont pratiquement 10 degrés en dessous de ce que nous avions l'année dernière. Donc, au niveau de la qualité, on a des abricots qui sont bien colorés. Par contre, on a un déficit de qualité gustative, de sucre, à cause de ce climat, de cette température. Y aparte de eso, bueno, estamos teniendo, la verdad, bastantes días de lluvia. De momento no hemos tenido grandes problemas con la calidad porque son lluvias cortas, no son tormentas, no vienen con sol después. Pero esperemos, ya empieza a subir un poco la media de temperaturas y esperemos que el tiempo mejore para las siguientes semanas y con ellos en los niveles de azúcar y calidad gustativa. On a encore quelques pluies, mais peu importantes actuellement, et les températures sont en train de remonter. On espère que ça va améliorer la qualité dans les prochaines semaines. Muchas gracias, merci. On continue. On a vu manque de froid cet hiver dans la région de Murcia. Sarah, en Catalogne, c'est d'autres problèmes que vous avez rencontrés? Bon, en Catalogne, oui, en Catalogne, nous n'avons pas encore
commencer la récolte. Mais on a prévu une récolte de 26% moins que l'année dernière, surtout pour les gels. Les gels a touché beaucoup certaines zones, régions de Lérida et Tarragona. Et ça a fait que la production est très basse, était très basse. D'accord. Alors, au niveau des qualités, c'est ce qu'a dit Santiago, c'est presque pareil. La qualité, en ce moment, c'est bonne, mais les sucres sont bas. Les sucres, c'est un peu difficile d'avoir les sucres de l'année dernière. Ok, merci. On va rentrer dans le détail donc, par région avec les chiffres, au niveau global plutôt, pardon. Donc, vous voyez là la production, la moyenne 2014-2018, la production l'année dernière, 2019, et les prévisions de 2020. Donc, pour l'Espagne, on va se situer à 15% en dessous de la production de l'année dernière et 23% en dessous de la moyenne 2014-2018, avec une prévision de récolte qui est autour de 94 000 tonnes au niveau global espagnol. Eric, excuse. Eric, on ne voit pas les données. Tu n'as pas partagé pardon. les... Pardon, j'ai oublié. Tac, 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 tac. Partager. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, comme je vous le disais, donc la moyenne 2014-2018, la production 2019 et les prévisions 2020. Et donc cette année, on sera 15% en dessous de l'année dernière et 23% en dessous de la moyenne. Manque de froid dans les régions du sud, notamment Murcia, et du gel sur l'Aragon et la Catalogne, qui explique un petit peu ce déficit. Et la production qui a commencé de manière un petit peu plus précoce que d'habitude, que l'année dernière en tout cas, dans la région de Murcia, et un marché, comme l'a dit Santiago, qui est relativement fluide pour le moment. Il a une qualité qui, pour le moment, est un petit peu décevante, mais avec les températures qui montent, qui devraient s'améliorer dans les semaines à venir. On aura donc une répartition qui est la suivante, avec Murcia qui était à 60 000 tonnes l'année dernière, qui sera plus bas, 45 000. L'Aragon et la Catalogne, vous le voyez. Et Castilla-La Manche, qui avait été très déficitaire l'année dernière, qui a subi cette année un petit peu de grêle, mais qui revient sur un niveau de production un peu proche de la normale. Voilà pour l'Espagne. On continue avec la Grèce. Donc ça, c'est la représentation de la production de l'année dernière. En Grèce, deux zones de production principales, le sud avec la région du Péloponnèse et le nord avec la région de Macédoine. On va passer la parole à Georges Kancios pour qu'il nous fasse un point sur cette campagne 2020, comment elle se présente pour les producteurs grecs. Bon, cette campagne, c'est différente par rapport à celle de l'année dernière. On commence tout d'abord par les quantités qui ne sont pas les mêmes, elles ne sont pas attendues comme à l'année dernière. On a une baisse de production. Et cette baisse se situe surtout au nord de la Grèce parce que la production du sud de la Grèce, du Péloponnèse, c'est à peu près la même que l'année dernière, mais tandis que la production de Macédoine et du reste du pays du nord de la Grèce est moindre. Et c'est pour ça qu'on voit qu'en total, on estime qu'on aura une baisse de production à peu près située aux alentours de 15%, exactement 13%. Et au niveau des dates de production, on a un retard par rapport aux dates de l'année dernière. Ça veut dire qu'on va aller à une semaine de retard à peu près, 5 à 7 jours. Et on estime le commencement de la campagne, en commençant par le sud, vers le 15 mai. Au niveau qualitatif, jusqu'à maintenant, ça va bien. Il n'y a pas de problème, mais on va voir, on verra. Parce que c'est maintenant qu'il commence à en avoir des
de grêle. Déjà hier, il a tombé de la grêle. Il a fait un peu de dégâts, surtout en hectare ici au nord de la Grèce. Voilà comment ça se présente cette campagne en Grèce 2020. Ok, merci. Donc, comme le disait Georges, la production cette année en Grèce sera légèrement amputée dans la région de Macédoine, dans le nord, donc un petit peu inférieure à celle de l'année passée, mais supérieure de 23% à la moyenne des 2014-2018, où on avait eu plusieurs années avec des problèmes climatiques. Donc finalement, on le verra à l'arrivée, la Grèce est sans doute le pays qui a le moins subi de pertes cette année par rapport à son potentiel de production normal. Donc le Péloponnèse qui reste sur son niveau de production normal et la Macédoine légèrement déficitaire cette année. Et donc au global, une production qui devrait être de 13% inférieure à celle de l'année dernière pour la Grèce. On passe à l'Italie. Donc là, vous avez la représentation de la répartition de la production avec le sud de l'Italie, les régions de Calabre, Basilicate et Campanie, et l'Émilie-Romagne qui sont les principales zones de production. Et il manque également de la production dans la région du Piémont, de Vénétie notamment. Laura, faire un point peut-être sur cette campagne 2020. Pas mal de problèmes climatiques qui ont touché la production d'abricots cette année. Oui, cette année, la campagne des abricots, la production qu'on va envisager, c'est faible. Surtout si on fait la comparaison avec l'année dernière, qui, comme on rappelle, comme on dit en avant, c'était une production, et on parle de production totale, l'année dernière très importante. Et cette année, on aura une baisse de production due surtout à des différents facteurs. L'alternance productive qu'on retourne après avec des productions un peu plus contenues après une année très importante comme l'année dernière, et annoncée dans des premières phases phénologiques qui annonçaient déjà une production plus limitée par rapport aux années dernières. Et ce qu'on va souligner, c'est qu'à la fin de mars, au début du mois d'avril aussi, on a eu beaucoup des épisodes de gel qui ont touché en particulier les régions du nord, aussi du sud, mais en particulier les régions du nord, et ils ont entraîné une baisse importante des fruits présents qui s'étaient déjà comme numéro plus bas par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qu'on dit? Et pour cette faiblesse, on doit, pour donner pour avoir une juste comparaison, pour évaluer bien la production de cette année, on doit faire la comparaison pas par rapport à l'année dernière, parce qu'on a dit que c'était une année de superproduction et on parle de production totale. On doit faire surtout la comparaison avec la moyenne des années précédentes. Par exemple, la période 2014-2018, avec laquelle on enregistre une diminution de 41%, tandis que si on fait la comparaison entre l'année dernière, nous sommes dans les 56%, donc très important. C'est une autre comparaison pour bien comprendre les quantités disponibles cette année. On doit analyser la production commercialisée. En effet, on a évalué une baisse de production qui, par rapport à l'année dernière, donc 2019 avec des problèmes qualitatifs, ils peuvent être sur les 44% moins, que c'est un peu mieux par rapport aux variations pourcentages
de la production totale qui montre les 56%. Ça, cette baisse n'est pas due aux baisses des surfaces parce qu'on a presque les potentiels, c'est presque stable. En effet, les surfaces sont presque les mêmes. Donc, il y aura une baisse donc, de production. Ok, merci. Donc, si on regarde la prévision, effectivement, comme le disait Laura, une production italienne qui sera nettement inférieure à celle de l'année dernière, mais qui était une année un petit peu record. Et comme elle a dit, avec pas mal de problèmes qualitatifs, ce qui fait qu'à l'arrivée, les volumes qui ont été produits n'ont pas tous été commercialisés, en tout cas pas sur le marché du frais. On voit bien dans ce graphique-là que le nord de l'Italie a été particulièrement touché, puisque l'Émilie-Romagne présente une baisse spectaculaire de la production par rapport à l'année dernière, et même par rapport à la moyenne des années passées. Et même le sud, qui a été moins touché par le gel, mais qui a également été affecté également par le manque de froid, puisque, comme l'a dit Laura également, dès la floraison, avant le gel, on voyait que la charge serait inférieure. Il y avait également un phénomène d'alternance fort, puisque la production 2019 avait été exceptionnellement élevée. Donc, même dans le sud, on prévoit une production inférieure à l'année dernière et même à la moyenne 2014-2018. Au global, Italie, une production italienne qui devrait se situer autour de 135 000, 136 000 tonnes, soit, comme le disait Laura, une baisse de 56% par rapport à 2019, mais de 40% par rapport à la moyenne 2014-2018. Donc un déficit qui est net, mais qui doit être un petit peu compensé par le fait que l'année dernière, toute la production, comme je vous disais, n'a pas été commercialisable, en tout cas sur le marché du frais, compte tenu des problèmes de qualité qui ont été rencontrés. Donc la répartition en 2020 avec le déficit important dans le nord et un peu moindre dans le sud de l'Italie. On passe à la France et je vais demander à Bruno Darnaud de faire un petit peu le point sur cette campagne 2020 qui va débuter dans quelques semaines. Donc pour la France, même chose que nos collègues italiens ou espagnols, des problèmes climatiques. Alors notamment l'absence, avec un hiver très doux, l'absence des heures de froid sur certaines variétés. On a eu des conditions climatiques au printemps, après la fleur, une nouaison très capricieuse, une alternance de certaines variétés qui avaient été très chargées l'année dernière et qui aujourd'hui malheureusement auront une faible production. Et puis on a eu des épisodes de gel, notamment le 25 mars et le 1er avril, alors qui ont touché pas toutes les zones, mais certaines zones, je pense à des vergers au bord du Rhône, dans la vallée du Rhône, dans les Baronnies également, une région qui a été fortement touchée, et puis quelques dégâts dans le Vaucluse, dans le Gard aussi. Donc voilà, et tout ça fait qu'aujourd'hui, la production française est annoncée avec moins 30%, et c'est une situation quand même assez hétérogène selon les zones de production. Selon les variétés, selon les producteurs. On avait une réunion encore tout à l'heure en début d'après-midi. Même à l'intérieur des vergers, d'un arbre à l'autre, on a des situations quand même très hétérogènes. En termes de maturité, on était plutôt sur une année précoce. Le climat de ces derniers jours fait qu'on va se retrouver peut-être sur les tendances de l'année dernière. Donc on espère les premiers abricots français autour du 20 mai. Donc ça c'est confirmé par les entreprises tout à l'heure. Bon, voilà ce qu'on peut dire, mais c'est vrai on subit quand même une baisse de production importante qui sera plus importante notamment sur les précoces, donc sur la première partie de saison, où il semble que là, il y a beaucoup de variétés qui ont lâché malheureusement. Ensuite, il y aura un déficit, mais moins important. Voilà. Eric, on ne t'entend pas. Voilà, ça y est, compliqué, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc voilà le détail par région, en commençant par Rhône-Alpes. Donc effectivement des problèmes de gel, notamment dans la région Rhône-Alpes, aussi bien sur la vallée du Rhône, sur la Drôme, mais également et surtout dans le Vaucluse, dans la région des Baronnies. Donc une production 2020 qui sera autour de 50 000 tonnes, donc inférieure à celle de l'année dernière, qui avait déjà été amputée
par de la grêle et inférieure à la moyenne 2014-2018. Au niveau de PACA, donc là également, dont le Vaucluse est plutôt sur PACA, donc le déficit de Baronie, c'est ici qu'on le retrouve. Et l'autre zone de production, c'est la plaine de l'Accro, où on retrouve là les problèmes de manque de froid, avec des variétés qui sont un petit peu passées au travers en termes de nouaison notamment. Et donc, ce qui explique là aussi un déficit par rapport à l'année dernière. Et enfin, on finit avec le Languedoc-Roussillon, avec 2 bassins de production. D'abord, la région des Costières de Nîmes, et ensuite le Roussillon. Et là aussi, problème de manque de froid, un petit peu de gel sur le nord du Gard, qui explique également ce déficit de production. Donc, au niveau français, on devrait avoir une production qui tourne autour de 93-95 000 tonnes, soit un déficit de 29% par rapport à l'année dernière et de 34% par rapport à 2014-2018. Donc, au niveau français, on se rapproche de campagnes comme 2018-2016, qui étaient autour de 110 000 tonnes. Et on retrouve des niveaux de 2008 ou 2001 par rapport à des productions qui étaient inférieures aux 100 000 tonnes produites. Donc, du manque de froid pour les régions plus méditerranéennes, on va dire, pour les bassins de production plus méditerranéens, et gel sur la vallée du Rhône et le Vaucluse, donc qui explique un petit peu ce déficit de production qui sera, comme le disait Bruno Dano, plus marqué sur la période précoce qu'au cœur de la saison. Et un début de récolte qui, effectivement, devrait être dans les normes. On pensait avoir de l'avance, mais à l'arrivée, le mauvais temps qu'on a actuellement fait que, notamment à Roussillon, on devrait commencer entre le 15 et 20 mai pour les premières récoltes. Donc, vous avez là la répartition de la production dans les différents bassins, avec Rhône-Alpes qui reste bien sûr la première région productrice, puis le Languedoc-Roussillon et PACA. Peut-être, Eric, si tu permets, je pense qu'il faut aussi, on ne peut pas passer sous silence non plus la situation actuelle liée à la crise du coronavirus, du Covid-19. Alors, en fait, personne ne sait exactement comment les choses vont se passer. Je crois que tout le monde, dans toutes les situations professionnelles, agit au jour le jour pour s'adapter à la situation. Les conséquences sur la production européenne d'abricots, et la production française en particulier, je pense, comme les autres, c'est que on a pas mal d'incertitudes aussi sur la disponibilité de la main-d'œuvre et sur les conditions de travail dans les exploitations et dans les entreprises. Donc, tout est fait pour garantir des conditions sanitaires et de santé pour le personnel. On n'est jamais à l'abri d'avoir quand même des soucis. On le voit depuis déjà plusieurs semaines. Il y a ce niveau d'incertitude aussi qui rajoute une couche à une situation très particulière puisqu'on se rapproche des années de récolte les plus basses européennes depuis 30 ans. Mais quid de la possibilité d'avoir une main-d'œuvre suffisante malgré ce niveau-là? Il faudra quand même plusieurs centaines de personnes, évidemment, dans les vergers. Quelles seront leurs disponibilités? Aujourd'hui, on a aussi quelques inquiétudes par rapport à ça et tout le monde travaille dans tous les pays, je pense, pour assurer la récolte dans des bonnes conditions. Bon, effectivement, je pense que cette problématique de la main-d'œuvre elle est partagée dans les différents pays. Alors, c'est vrai que la faible charge a limité les besoins de main-d'œuvre au niveau de l'éclaircissage, mais la récolte, il faudra bien la mener à terme. Et donc, effectivement, on pourrait également avoir des problèmes au niveau de la récolte, mais également au niveau de la logistique ou voire des marchés, en fonction de l'évolution de la situation. Donc, si on revient sur la synthèse européenne, donc comme le dit Raphaël rapidement, on est sur une campagne particulièrement faible au niveau de la production globale européenne, autour de 400 000 tonnes. Donc, il faut remonter à 2003 et 1998 pour avoir des niveaux de production autour de 400 000 tonnes au niveau européen. Donc, c'est vrai que c'est une campagne en fait qui est caractéristique d'avoir un déficit de production sur tous les bassins. On a toujours un bassin qui est un petit peu sauvé, qui passe entre les mailles du filet, mais là, à peu près toutes les zones de production d'Espagne en Grèce ont été touchées. Et donc, ces déficits cumulés font qu'on a un déficit global qui est quand même significatif. Voilà le rayon de soleil qui sort à Perpignan, et je pense que je suis un peu à contre-jour, mais bon. Voilà. On continue, et là vous avez une vision depuis 92 de ce que je vous disais, c'est-à-dire de la production globale européenne, et avec une campagne 2020 autour de 400 000 tonnes, et comme je vous le disais, il faut remonter à 2003, 98, 95 pour se situer sur ces niveaux de production au niveau européen. Donc voilà la répartition des prévisions de récolte, avec l'Italie qui reste bien sûr le premier producteur, avec 136 000 tonnes prévues.
la France et l'Espagne qui sont dans un mouchoir avec 93 000 tonnes pour cette année et la Grèce avec 78 000 tonnes. Voilà un petit peu la synthèse de ces prévisions de récolte abricots. Je ne sais pas si au niveau des intervenants déjà, peut-être, si vous avez des choses à ajouter, à compléter par rapport à quelque chose qu'on aurait pu oublier de dire. C'est relativement homogène, en tout cas, en termes des causes et des conséquences de ces problèmes climatiques. Et sinon, si vous voulez, on peut passer à des questions. Si vous avez des questions à poser, si les choses n'ont pas été complètes. Et je vous le rappelle, vous trouverez sur le site du Medfel et sur le site de la REFL les prévisions avec les chiffres détaillés que vous pourrez analyser tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Pauline, tu as rien identifié, il n'y a pas de question qui Non. Non. Oui, parce que vous pouvez me... Ah si, de la part de Oscar pour Adeyas. Oui, bonjour. C'est la première fois que j'assiste à ce type de meeting. Je ne sais pas si vous parlez des prix, mais c'est intéressant dans mon point de vue. La situation commerciale, on a parlé un peu de ces débuts de campagne en Espagne avec des prix un peu plus hauts que l'année dernière. Et je voudrais aussi réfléchir la situation de la fruit des pommes et des poires, que c'est avec des existences très vastes et que ça peut aider un peu la commercialisation, hein, dans mon point de vue. Les prix ne sont pas si hauts qu'ils pourraient être parce que la production est très basse et les prix sont bons par rapport à cette baisse des productions. Je ne sais s'il y avait quelques impressions ou quelques commentaires sur cette situation commerciale qui se verra aussi impactée pour les coronavirus. Je ne sais pas s'il y avait quelques commentaires à faire. Sur les prix, pour le moment, la seule information qu'on a, c'est les cours pour les zones sud d'Espagne qui ont commencé la récolte. Pour le moment, les autres bassins de production n'ont pas débuté, vont débuter d'ici le 15-20 mai. Donc, difficile pour le moment de faire des prévisions, d'autant que, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Raphaël, il y a un contexte qui est compliqué cette année. Donc, quel impact aura cette crise du coronavirus sur la consommation, sur la distribution? Donc, voilà, effectivement, on part a priori sur une campagne qui devrait être en théorie fluide, puisqu'on a des volumes qui sont quand même nettement inférieurs à ceux qu'on a connus. Maintenant, il y a pas mal d'inconnus et d'interrogations sur le déroulement quotidien. Et bon, et bien sûr, il y a le climat, comme tous les ans, qui va jouer également, comme sur la consommation des fruits d'été. Et ça aussi, c'est à voir comment ça va évoluer. Je ne sais pas si au niveau de l'AOP, par exemple, vous avez des choses à compléter là-dessus. Les premiers contacts ont été pris avec la distribution, notamment. Oui, c'est ce que tu as dit, Eric. C'est que aujourd'hui, c'est clair qu'il y a un déficit de production qui est important. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. Ça a été dit, c'est-à-dire que les entreprises se sont mis en route, ne serait-ce que déjà sur les problèmes d'emballage, puisqu'on sait que lié au coronavirus, on s'attend notamment entre le vrac et la barquette, on attend plus de barquettes que de vrac en abricot. Et ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup d'inconnus, on s'y est préparé. Le marché, on espère qu'il sera à l'équilibre, mais comme tu l'as dit, ça dépend beaucoup de la météo et de la consommation. C'est des choses qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas. Le corona, on ne le maîtrise pas. Voilà, donc ça fait beaucoup d'inconnus pour faire des pronostics. Mais il est clair qu'on sait aussi que les coûts de production sont beaucoup plus élevés à la production cette année, parce qu'on sait que le transport a augmenté. On sait que les barrières sanitaires provoquent des coûts dans les entreprises, hein, ne serait-ce que les masques, le personnel dont a parlé Raphaël tout à l'heure. Donc on sent bien que le prix de l'abricot sera bien sûr plus élevé, mais encore une fois, ça reste avec beaucoup d'incertitudes. Et les premiers jours et le climat vont nous dire exactement sur quelle tendance on va partir. Mais à retenir quand même que le coût de production dans tous les pays va être plus important entre la baisse de production et le problème du corona. Oui, merci. Manel, tu voulais compléter peut-être? Oui, merci Eric. Je suis dans la ligne de M. Darnaud.
Et on est dans une campagne très compliquée avec pleine d'incertitudes. C'était avoir moins de production. Mais il est nécessaire que ce manque de production, on puisse avoir comme résultat plus de prix pour compenser la moins production. Mais on a des certitudes. Je parlais d'incertitude, l'incertitude aussi des marchés, parce qu'on a vu des fraises. Par un autre côté, la bonne démarche de la finalisation de campagne de poires et de pommes, possiblement parce que le consommateur peut l'appeler, la poire et la pomme, par la fraise, avec les conversations qu'on a eues avec Fraise Huelva. Et ça qu'on a comme certitude, c'est un coût de production plus haut, cette campagne. Seulement si on regarde le plus de coûts qu'on a en ce qui respecte la mobilité, la position de la mobilité, en ce qui respecte aussi les matériels de prévention, soit les masques, le gel et tout ça. Et en ce qui respecte le moins de sucre qu'on a en ce moment-là, mais qu'avec l'amélioration des températures, on aura plus de prix dans les prochaines semaines. J'espère qu'avec cette amélioration du point de vue du goût des produits, des sucres, avec une baisse très forte de production, on puisse avoir, c'est nécessaire, plus de prix. Parce que par un côté, on aura plus de coûts de production, et par un autre côté, on aura une production en hectare mieux cette année que l'année passée. Alors, on va voir. On a tout le monde incertitude sur la table pour ce qui respecte à la pandémie. Merci. Je crois que Cécile Prali voulait intervenir ou poser une question. Oui, bonjour, c'était une question. C'est ça, on a le droit de poser des questions. Oui. Allez-y. Par rapport aux tendances des vergers, enfin des dynamiques de production, si dans les différents pays que vous représentez, si on est toujours dans des stabilisations de taille de verger ou s'il y a aussi des pays toujours en développement. Alors peut-être globalement, et puis après on rentre dans le détail, vous l'avez entendu notamment pour l'Italie, on avait une dynamique qui était assez forte de plantation, notamment en parallèle de la crise que connaît la pêche depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai que les deux dernières campagnes qui ont été difficiles ont pas mal refroidi les ardeurs des producteurs, je crois. Et on a une certaine stabilité dans pas mal de bassins de production. Après, ce qu'on peut dire aussi, je crois, c'est qu'il y a de vraies interrogations chez les producteurs, parce qu'on a consécutivement, enfin, en tout cas dans certaines régions, des problèmes de manque de froid. Et donc, il y a pas mal de monde qui se pose des questions sur l'adaptation des variétés. Et c'est vrai qu'on a eu l'abricot, une des espèces qui a eu la dynamique la plus forte en termes de renouvellement variétal ces dernières années. Et ça n'a pas été, en tout cas, ça ne s'avère pas être une grande réussite, puisque quand ce n'est pas du gel, c'est du manque de froid. Et c'est une espèce qui est capricieuse, compliquée. Peut-être on a été un peu trop vite en besogne sur le choix de certaines variétés et on se rend compte que c'est difficile de faire des choix aujourd'hui et qu'on remet en cause des certitudes qu'on avait l'année dernière. Donc ça aussi, je pense que ça va aussi un petit peu freiner les projets de certains producteurs qui misaient sur l'abricot. Ce qu'on peut dire également pour compléter sur la France, en tout cas, c'est qu'à l'inverse, ça fait 3 saisons qu'en France, la pêche se porte assez bien. Le marché sont plutôt corrects. Et en tout cas, pour ce que je vois moi, dans les Pyrénées-Orientales, on a une redynamisation de la pêche nectarine et au détriment de l'abricot. Un petit peu, c'est vaste communicant. 3 années difficiles en abricot, 3 années correctes en pêche, mais donc on revient un petit peu sur la pêche qu'on avait abandonnée il y a 3-4 ans. Voilà, ça c'est un petit peu globalement ce que je peux dire, mais j'ai l'impression que c'est une tendance un petit peu générale sur les différents pays producteurs. Pour compléter ce que dit Eric pour la France, donc verger plutôt stable. Après 3 années difficiles, comme vient d'expliquer Eric, simplement 2 chiffres, le taux de renouvellement en abricot, il est tombé à 2,5%, le taux de replantation, alors qu'il est à 8 en pêche et nectarine, ce qui donne quand même une situation d'attente pour les producteurs d'abricots français. 3 années difficiles, verger stable, et on va voir comment ça bascule dans les prochaines années, mais beaucoup d'interrogations, beaucoup d'attentes, mais verger plutôt stable, mais taux de renouvellement très faible en abricot
pour cette année en France. S'il vous plaît, on peut poser une question? Oui, il y avait juste aussi après le GSO qui voulait faire un commentaire, je crois, sur… Laura, pour allez-y. compléter. Oui, seulement une chose qu'on a sûrement déjà soulignée par les autres, en considération de la production basse au niveau européen, basse par chacun pays, donc par rapport aux années dernières, et à fond de la situation particulière de cette année, on devrait soutenir on devrait chercher de soutenir les prix pour aider les secteurs qu'il est en train déjà d'avoir beaucoup de problèmes. Ok. Allez-y pour votre question. Cette situation particulière de l'émergence sanitaire, comme a dit déjà Manel. Merci Laura. Oui, merci. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Darnaud. Vous disiez que la distribution vous demandait plus d'abricots emballés. Vous disiez que vous y étiez préparé. Vous pourriez nous en dire plus sur cette impression? Il y aura vraiment beaucoup moins de vrac proposés cette année, selon vous? Alors, oui, non, l'impression, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a constaté que sur les premiers produits, notamment fraises, salades, tous ces produits avec le pré-emballé, si vous voulez, a pris le dessus. Donc, on se dit qu'avec l'abricot aujourd'hui, on se prépare quand même à cela. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, les commandes ont été passées et que tout va passer dans du pré-emballé, mais les entreprises, très clairement, se préparent quand même à avoir plus de pré-emballé que d'habitude. Alors, encore une fois, ce n'est pas une certitude, mais c'est ce qu'on a constaté sur les premiers produits depuis le début du confinement. Est-ce que ça va se confirmer? Il n'y a pas de raison que ça ne se confirme pas pour un produit comme l'abricot. Donc, c'est simplement, voilà où on en est. Donc, on a prévu ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que du pré-emballé, mais les entreprises se sont plutôt préparées à avoir un peu plus de pré-emballé que d'habitude. Voilà. Oui, parce qu'on a vu, notamment sur la fraise, des entreprises qui avaient fait le choix auparavant de ne pas prendre d'emballage et même d'en faire un argument commercial, changer complètement de comportement. Donc, c'est même quasi sûr. Et ce que je voulais vraiment vérifier, c'est est-ce qu'il n'y aura pas peut-être de pénurie d'emballage ou de choses comme ça? Ça, vous ne l'avez pas constaté. Vous dites que vous êtes prêts, en tout cas. Oui, ben, c'est-à-dire que les entreprises, ça c'était une des premières inquiétudes. Raphaël a parlé du personnel, qui est une inquiétude qui est encore là avec des incertitudes. Par contre, sur les emballages, ça a été plutôt bien anticipé. On avait des inquiétudes, bien sûr, parce qu'avec tout le blocage des frontières, etc. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé sur l'approvisionnement des stations. Donc, sur ce côté-là, on n'a pas de crainte de rupture, alors à moins que tout bascule en pré-emballé, mais voilà, tout le monde a prévu un peu plus de pré-emballé que d'habitude. Voilà. D'accord, merci. Oui, puis peut-être pour compléter, on a tout simplement pris contact avec les fournisseurs d'emballage et en particulier de barquettes. On a quantifié les besoins et on leur a dit, voilà, est-ce que vous pouvez nous assurer qu'on aura les disponibilités, parce qu'on se faisait effectivement du souci par rapport à l'origine de ces emballages qui sont relativement peu produits en France. Et voilà. Bon, on a été pour l'instant assuré par nos fournisseurs qu'on aurait tout ce qu'on cherche. D'accord. Après. Puis-je ajouter quelque chose? Parce que la Belgique, nous constatons dans nos magasins que le consommateur évolue quand même vers plus de conditionnement, même en pommes et poires. Je constate qu'ils sont beaucoup plus emballés qu'avant. Et avec les fraises chez nous, dans notre pays, sont vendues dans des barquettes de 500 grammes, mais les barquettes restent ouvertes, donc il n'y a pas un film au-dessus. Et je constate que là, le consommateur n'a pas de problème pour acheter des fraises. À l'autre côté, il achète plus de pommes et de poires qui sont pré-emballées. Donc, pour le moment, c'est difficile à comprendre. Même les tomates en vrac continuent à bien se vendre. Autrement, les petites tomates, les tomates de cherries tomates, les petites tomates, là, je vois une évolution vers plus de conditionnés. Donc, mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait clair comment le consommateur va réagir sur les pêches, nectarines et les abricots. Autrement, nous sommes en consommation des abricots, nous sommes un petit pays. Avant la Belgique, je voyais quand même
de la France des abricots de qualité, parce que je voyais pas mal des abricots qui venaient de Château-Péruge, plus que de Bayard. Maintenant, l'année dernière, comme Château-Péruge a disparu, on n'en avait plus vu en Belgique. Et là, le Château-Péruge travaillait surtout sur la présentation. Les abricots de Pérouse étaient vendus en vrac. Et là, j'ai une question. Comme les volumes vont être moins faibles, est-ce que le calibre des fruits va être mieux ou un peu plus gros que les autres années? Ça c'est ma question. Comment les calibres vont... Bruno, peut-être? Si c'est moi qui réponds, actuellement, si vous voulez, ça c'est une logique, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez moins d'abricots sur l'arbre, on s'attend à des calibres plus importants que d'habitude. Ça veut dire que les petits calibres, si on peut parler du calibre B en abricot, risquent d'être moins nombreux que du calibre 2A qui risque d'être plutôt majoritaire dans les vergers. On a très peu de vergers surchargés aujourd'hui. Il y a eu l'éclaircissage a été très léger, même sur certaines variétés. Il y a beaucoup de variétés qui sont en sous-charge. Donc, qui dit sous-charge nous dit quand même un calibre plus important que d'habitude. Alors, il y aura tous les calibres, mais on va dire que la répartition sera plus importante pour des gros calibres que des petits calibres. Merci. Une dernière question? Ou on a fait le tour? Pauline, c'est bon? Je pense que c'est bon. En tout cas, personne n'a réagi sur le chat, ni je vois personne s'agiter. Mais s'il n'y a pas de nouvelles questions, on vous donne rendez-vous le 22 mai à la même heure. Excusez-moi, juste si je peux en profiter qu'il y a Fruits Unis en Suisse pour savoir si en Suisse c'est aussi généralisé les problèmes de production comme en France, comme en Italie. Alors merci, Tufribert, responsable production de la Fruit Union Suisse. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi cette vidéoconférence et c'est toujours d'un très grand apport pour nous d'avoir ces informations un petit peu avant notre campagne. Ce que je dirais peut-être juste pour terminer ce pré-emballé, nous on a des augmentations de 15% de volume dans ce qui est fruits à pépins et on constate ça par le réflexe hygiénique des consommateurs où ils veulent séjourner le moins possible dans les magasins. Et on a effectivement certaines craintes sur toute la palette de fruits en noyaux que cette tendance qu'elle s'accentue effectivement. Donc, je pense que là aussi, on aura quand même une tendance un petit peu plus sur de l'emballé. Maintenant, au niveau de la Suisse, la prévision abricot, donc on part sur une année normale. Nous, on va produire entre 8 à 9 000 tonnes d'abricots, principalement dans la région du Valais, où le Rhône prend sa source. On a un marché qui est dépendant à hauteur de 50% de l'abricot d'importation. Et nos premiers abricots vont arriver cette année. On a à peu près une dizaine de jours d'avance, une petite semaine, je dirais. Donc, on va commencer vers vraiment la fin du mois de juin, la dernière semaine du mois de juin. Et on a effectivement les premiers abricots d'importation qui sont arrivés en Suisse cette semaine. Voilà un petit peu. Au niveau du prix, on est plutôt sur une stabilité des prix cette année, avec toutes les incertitudes qui ont été données effectivement sur cette pression liée au coronavirus, sur l'organisation des chantiers, sur les exploitations, mais aussi dans les stations. On est sur vraiment un prix qui resterait identique, des prix de référence qui resteraient identiques à l'année passée, mais qui sont effectivement obtenus. On a des publications de prix indicatifs en Suisse, mais souvent la réalité du marché est en dessous, voire très en dessous. Et notre objectif, en tout cas en tant qu'organisme de défense professionnelle, c'est vraiment que nos producteurs obtiennent les prix de référence qui sont publiés, sans parler d'un cartel, bien entendu. Mais on essaye aussi dans les autres productions de défendre cette stratégie. Il n'y aura qu'un secteur où on a des revendications de prix, des augmentations de prix, qui est le secteur des petits fruits, des fraises et des framboises, où là, on veut une augmentation de 5% des coûts de production, compte tenu justement des problèmes de recrutement et des problèmes de séparation des chantiers et de la perte d'efficacité pour les rythmes de récolte. Donc, on verra si on arrive à nos fins dans les fraises. Ça sera un petit peu un premier, encore, on a commencé il y a 2 semaines. Ça sera un premier test. Les négociations de prix vont se faire la semaine prochaine. Et on espère vraiment obtenir cela. Ça fait 12 ans que chez nous, les prix des fraises n'ont pas augmenté. Donc, effectivement, les producteurs tirent un petit peu la langue sur les petits fruits. Mais pour l'abricot, en l'heure actuelle, on a eu très peu de problèmes de gel. La floraison s'est bien passée. On a un petit peu d'alternance quand même sur des variétés précoces, des problèmes aussi un petit peu de nouaison. Et puis, on a toute une série qui est vraiment au coteau, qui est sur le côté nord, donc une floraison un petit peu plus tardive.
On a un petit peu de problème de mononiose, bactériose, mais dans l'ensemble, on n'a pas d'influence marquante sur le volume de production au niveau national. Une consommation qui s'établit entre 15 à 16, 17 000 tonnes et on produit normalement 45%. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur la situation de l'abricot au niveau de la Suisse. Merci. 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 Ok, donc si vous voulez bien, on va clôturer. Comme je vous le disais, donc, on vous donne rendez-vous le 22 mai pour les prévisions de récolte pêche nectarine avec le même fonctionnement. A priori, on sera libéré, mais pas complètement délivré. Donc, merci à tous. Et... Juste une question. Oui. Une dernière question. Le 22 mai, est-ce que vous faites juste un petit bilan mi-fin de saison abricot ou c'est que pêche et nectarine? C'est prévu que pêche nectarine. On fera des actualisations de prévisions, mais plus tard, à début juin, je pense. Merci beaucoup. Pauline, on peut clôturer? Oui. Bon, merci à tous. Merci à tous. Bon week-end du 1er mai. Confiné. Et, bon courage pour et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Bye bye. Eric a marché, est parti déjà. Oui, Eric, oui. Je crois qu'il est. Bon, je crois qu'on a, Pauline. Pardon, Maëlle? On a fini bien cette réunion avec cette Zoom. C'est pas mal, je crois. Ouais, très bien, très bien. Voilà. Ok, on va préparer nous-mêmes cette